Avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais vous parler de Promode Couture. Alors, la marque Promode, je suis certaine que vous la connaissez. Moi, je m'y habille depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Mais Promode Couture, peut-être un peu moins. Alors, Promode Couture, c'est une offre innovante de la part d'une grande enseigne de prêt-à-porter, Promode donc. Depuis 2019, la marque française travaille pour une mode désirable, accessible et durable. Et donc, Promode Couture, ça découle de ces engagements-là, en nous proposant de coudre nos propres vêtements avec des tissus issus de leur fin de stock et de chute de production. C'est donc l'assurance d'avoir des vêtements qui répondent aux standards de qualité de Promode au niveau des tissus, mais également au niveau des patrons, parce qu'ils ont été largement éprouvés vu que ce sont ceux des modèles déjà proposés en magasin. Évidemment, avec les patrons, il y a aussi ce qu'on attend d'une marque de patron de couture, à savoir des vidéos pas à pas pour rendre la couture accessible. Ils sont d'ailleurs dispo sur YouTube si vous voulez vous rendre compte avant de l'achat. Sur promode.fr et dans une sélection de magasins un peu partout en France, on peut donc s'offrir au choix le tissu seul, le patron seul, et depuis quelques mois des kits d'accessoires, prêts à coudre et même à tricoter. Ce que j'adore dans la démarche de Promode Couture, c'est évidemment la dimension durable qui a guidé ce nouveau projet, mais également le côté humain, car en fait, ce projet de Promode Couture, il est emmené par des collaboratrices Promode passionnées de couture. Et c'est cette équipe qu'on a pu retrouver au salon Création et Savoir-faire, par exemple, et qui anime également le compte Instagram Promode Couture. D'ailleurs, en parlant du CSF, je vous invite à écouter l'épisode 4 de Paroles créatives dans lequel Valentine de Promode Couture nous raconte la création de l'aventure. Vous verrez, ça dure une vingtaine de minutes et c'était vraiment chouette de découvrir les coulisses. Un grand merci à Promode Couture de soutenir Fait Main. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs envies. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour nos propres projets. Plus de 110 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous, en le notant sur votre plateforme d'écoute ou en me soutenant sur Tipeee. Je vous en dis un peu plus à la fin. Aujourd'hui, je vous invite à écouter ma conversation avec Charlotte Jobert. Charlotte est styliste modéliste de formation et elle conçoit des patrons de lingerie, de maillots de bain et de prêt-à-porter loungewear. Elle nous raconte son parcours entre professeure pour artisane, autrice de 3 livres chez Mango Éditions et associée dans une première entreprise qui a été lancée pendant le Covid et qui n'a malheureusement pas été un succès. En toute transparence, Charlotte partage avec nous ce moment difficile et nous explique comment elle a réussi à le dépasser. Elle nous parle également de sa relation au corps et comment elle arrive à se dévoiler lors des shootings photos pour ses modèles. Une fois de plus, c'est une véritable plongée dans l'atelier de mon invité que je vous propose et vous aurez même cette fois-ci un petit fond de machine à coudre. Ça reste très discret, mais c'est parfait pour l'ambiance sonore. Bonne écoute! Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Merci beaucoup Mélanie, merci à toi de m'avoir invitée. Alors on se connaît un tout petit peu parce qu'on s'est déjà rencontrés au salon CSF à l'édition 2023, donc il y a 2 mois. Tout juste. Et donc j'avais animé une rencontre avec donc toi Charlotte et Clotilde Puy au CSF dans le petit espace cocon de l'espace VIP. Donc j'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec toi. Et comme je te le disais, il y a des chances que je te pose les mêmes questions parce que potentiellement j'ai oublié les réponses. Et puis évidemment tout le monde a envie de savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Alors, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais, Charlotte? Non, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, puis après on va rentrer un peu dans les détails. Ok. Alors, je suis Charlotte Jobert, j'ai 30 ans. Je suis native de Brive-la-Gaillarde et je suis. Je sais pas si tu m'avais dit. Ouais, voilà, je suis de la Corrèze et je suis donc de formation, de métier. Je suis styliste modéliste, spécialisée dans la lingerie, la corsetterie, maillot de bain. Et actuellement, j'ai une marque de patron dans le milieu, dans ce secteur-là, où je propose à la fois des ensembles lingerie, du maillot, du prêt-à-porter un petit peu, qui peut être du homewear, du loungewear. Voilà, un univers autour, en tout cas, du corps de la femme. Qui est très largement mis en valeur dans tes créations. Alors, je résiste pas à te poser tout de suite une question, moi qui me
me subjugue. Enfin voilà, c'est un truc qui me subjugue. C'est comment tu réussis à te mettre en avant sur ton compte Instagram, et pas te mettre en avant dans le sens toi, hein, mais tu vois, tes créations sur ton corps à toi, tu vois, par rapport à la pudeur qu'on peut tous avoir par rapport à notre corps. Comment tu as réussi? Alors voilà, c'est une question très cash pour démarrer. C'est pas, tu verras, c'est une conversation fluide et voilà, sans question préalable. C'est bien, on part directement du corps, moi ça me va, il y a aucun problème. Alors je pense que déjà j'ai beaucoup d'années de danse derrière moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé la danse, je devais avoir 3-4 ans, j'en ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fini mon conservatoire. Donc voilà, en fait, c'est vrai que j'ai toujours vécu dans un milieu avec des danseuses. Ma sœur est danseuse professionnelle. Ma mère a fait de la danse. Mon père était très sportif. Donc en fait, c'est vrai que le corps n'a jamais été toujours quelque chose de très naturel à la maison, même voilà dans les vestiaires. Donc c'est vrai que j'ai pris j'ai toujours vu des corps en mouvement et des corps nus, déshabillés ou dénudés. Et donc, c'est vrai que je trouve ça tellement magnifique, en fait. Moi, je suis absolument fan du corps en général, encore plus du corps de la femme. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas de complexe et que j'ai pas eu du mal. En fait, au tout début, j'arrivais pas du tout à pour le coup à montrer mes créations sur moi. Et en fait, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit mais la meilleure façon pour toi de montrer ce que tu fais et ce que tu es, ça va être de le montrer sur toi. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait tilt et je me suis dit mais oui, ça va être la meilleure façon de vendre, de montrer ce que je fais. Et ça a été un petit chemin. J'ai énormément de complexes, comme chaque femme a des complexes, il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous, et ça fait partie du jeu. Mais l'idée, c'est plutôt d'apprendre à aimer, à apprécier son corps au fur et à mesure. C'est quelque chose où je travaille dessus moi-même et j'essaye que mes clientes, les filles qui vont coudre, travaillent également dessus. C'est une sorte de thérapie autour de son corps. Et moi, en fait, je crois qu'aussi, à force de faire ça, il y a eu une thérapie par rapport à mon corps. Ça s'est fait aussi en même temps. Même si, voilà, on a toujours des choses qu'on aime moins. Mais voilà, je pense que ça s'est fait, en fait, très naturellement et ça s'est fait au fur et à mesure que ça a grandi. Et maintenant, voilà, je me dis, c'est comme ça, c'est plus un sujet, j'aime comment je suis, mon corps, avec, moi, j'aime pas dire, ces imperfections, je dis ces perfections, en fait. C'est ces petites perfections, et voilà, et c'est ça qui est beau, en fait. Moi, je trouve qu'en fait, c'est ça qui est beau chez une femme, c'est ces perfections-là, qui vont être parfois ce qu'on va appeler, la peau d'orange, la cellulite, du ventre, ou au contraire, à l'inverse, quelqu'un qui va être beaucoup plus maigre. Voilà, chaque corps et chaque femme est différent et en fait c'est ça mon objectif, c'est de pouvoir mettre en avant un maximum de morphologie et de perfection différentes. Oui, donc rondeur ou pas, effectivement, toutes les petites choses dont tu parlais, cellulite, etc., que tout le monde a. Et quelque part, c'est très rassurant de se dire que même des personnes qui, pour moi, je regarde ton corps avec beaucoup d'admiration. Et je me dis, mais elle est sublime. Et donc, quelque part, ça me rassure de me dire que toi aussi, tu as des complexes et des perfections. Ah voilà. Oui, j'en ai beaucoup. Tu vois, donc, ça fait du bien de savoir ça. Et oui, et puis de savoir que ça se fait avec le temps. C'est pas du jour au lendemain où on peut s'afficher comme ça, entre guillemets, effectivement de manière un peu moins vêtue que quelqu'un qui ferait des patrons de couture de vêtements classiques, j'allais dire. Pas classiques, mais bref, des hauts, des bas. C'est exactement ça. Je pense que ça se fait au fur et à mesure. Et même les muses quand je vois les premiers shootings qu'on a réalisés ensemble et le chemin parcouru maintenant, on est sur des femmes qui ont eu une transformation, qui ont plus la même image de leur corps. Elles se voient différemment aussi dans leur reflet, et c'est ça qui est beau dans la couture, et encore plus dans la couture lingerie, c'est qu'on peut changer son regard qu'on a envers soi. On est très dur envers soi. Moi, je me rends compte. J'ai pleuré. Combien de fois j'ai pleuré dans des cabines d'essayage parce que je voyais tout ce que je n'aimais pas chez moi avec des lumières d'au-dessus là qui sont absolument horribles. Et ça m'arrive encore, mais
Et en fait, c'est ça, ce qui est beau dans la couture, c'est qu'on peut avoir une autre image de soi, parce qu'en plus dans la lingerie, on se regarde tout le temps. C'est-à-dire que quand on va essayer, on va être à moitié en lingerie, en culotte, en soutif, et du coup, on se regarde. Il faut s'analyser pour se comprendre et pour comprendre ce que souhaite notre corps, pour comprendre où ajuster le produit. Donc c'est vrai que c'est une vraie thérapie, mais qui se fait un peu sur le long terme. Bon, et on essaye sans chaussettes, ça sera déjà toujours plus joli. C'est un peu alors, moi, je pense que Océane me voit dans toutes les dégaines possibles, chaussettes, collants, baskets. Elle adore prendre des vidéos à ce moment-là quand j'essaye, parce que j'ai toujours un look d'enfer. C'est un peu moins sensuel qu'en photo, je vous le dis. Bon, les backstage, ça reste privé. Ok, très bien. Alors, tu disais que c'était donc ta formation initiale. Je suis passée tout de suite à la question qui me démangeait un petit peu, mais et je crois aussi savoir. Alors, je veux bien que tu nous racontes comment tout ça s'est construit par rapport à cette formation initiale. Et je crois que tu m'avais dit aussi, enfin, j'en suis même sûre, un des trucs qui m'a marqué de notre conversation au CSF, c'était que tu avais échoué avec succès lors d'une première entreprise. Enfin, je sais plus exactement comment tu l'avais formulé, mais c'était parfait. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé aujourd'hui à l'entreprise de Charlotte Jobert telle qu'on la connaît, avec les hauts et les bas. Je veux bien savoir. Alors donc j'ai fait une école d'art appliqué. Donc j'ai fait un lycée où j'étais art études. Ça c'est important parce que c'est vraiment que ça m'a construit aussi dans ma vision des choses, et surtout comment après ça allait être ça a construit l'idée que j'avais sur le corps. Voilà, dès le départ, le corps était vraiment, le mouvement était déjà dès le départ, par exemple en lycée d'art appliqué. Après je me suis spécialisée, donc après j'ai fait une école de mode, j'ai fait une école supérieure après mon lycée. Et en troisième année, je me suis spécialisée en lingerie et en maillot de bain. Alors, faut savoir que quand j'ai commencé S-Mode, j'étais pas du tout partie pour faire de la lingerie. Comme tout le monde, quand on rentre en école de mode, on a envie de faire de la haute couture, on a envie de travailler dans des grandes maisons. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas être pour moi, et que c'était pas ce volume-là dans le vêtement qui m'intéressait. Et je travaillais déjà très près du corps, et tout était autour de danse, autour de l'eau, autour du mouvement. Et c'est mes professeurs de l'époque qui m'ont vraiment dirigée vers la lingerie. Et en fait, ça a été une réelle découverte et une sorte de naissance. Je ne m'attendais pas à autant pouvoir créer en fait dans ce milieu-là. Donc c'est vrai que ça a été une évidence en fait arrivé en troisième année. Donc j'ai passé ma troisième année, et à la fin de ma troisième année, j'ai travaillé dans différentes entreprises, que ça soit en lingerie, en agence de style, dans du sportswear. J'ai fait un petit peu, j'ai voulu aller voir un peu différents univers, et la façon de travailler aussi qui va être complètement différente. Je travaillais dans une marque de sportswear, j'avais aussi une micro-entreprise à côté, et je pouvais aussi développer d'autres projets. Donc c'est là où je suis on va dire tombée dans do it yourself, puisque c'est là où j'ai rencontré Artésane, donc Anne-Sara, où je suis devenue professeure sur la plateforme. Et ça en est enchaîné. J'ai écrit des livres aux éditions Mango. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Donc ça s'est un peu enchaîné. Et à un moment, j'en ai eu, et j'étais toujours dans le secteur de la mode. Je faisais ça vraiment à côté. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre de ma vie en général. Donc j'ai fait une énorme vie perso, vie pro. Et en fait, j'ai tout coupé, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Et je suis retournée chez mes parents, ce qui parfois arrive, et ce qui a été du bon. Et j'ai monté une première société, toujours en ayant ma micro, mais vraiment une SAS avec un associé. Et donc oui, j'avais quel âge là? Oui. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça doit faire 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Ouais, donc je dois avoir 25, 26 ans. C'est à peu près ça. Et en fait là, on s'est lancé dans de la production. Donc on était encore dans le milieu de la mode, où du coup je faisais produire du maillot de bain, du beachwear. On était à 2, et en fait l'association n'a pas fonctionné. L'association n'a pas fonctionné. On est tombé en plein Covid. On a eu un lancement juste avant, et on a eu le Covid. Donc en fait il y a eu
je pense, un tout qui a fait que ça a été très compliqué de gérer à la fois cette relation d'associés et l'échec qu'il y avait au niveau des ventes, parce que faut se le dire, c'était ça. On avait un positionnement très luxe, on voulait produire en France, et je pense que maintenant ça sera à refaire, je ferai les choses complètement différemment, c'est-à-dire que je ne produirai pas en France parce que c'est très dur actuellement de faire produire en France. Les usines ne laissent pas malheureusement l'espace assez pour les jeunes créateurs. C'est horriblement cher. Des petites séries. Exactement. Voilà. Et voilà, c'est bouché, c'est un secteur qui est très très bouché en France. Pour rentrer dans des usines, c'est très compliqué, même en passant par des bureaux d'études. Donc en fait le tout a fait que ça n'a pas fonctionné, et il y a eu une séparation d'associés, donc de deux amis, parce que c'était quand même à la base quelqu'un qui était très proche de moi. Donc il y a eu une vraie séparation brutale et une séparation pro également, où j'ai racheté ses parts et j'ai derrière fait une liquidation tout simplement. J'ai fermé la boîte. Mais tout ce cheminement-là, qui a été très long, qui a été très difficile mentalement aussi, je perdais une boîte, donc tout un projet qui a mis plus de 2 ans, plus une personne, un ami. Et c'est vrai que ça a été très compliqué, mais dans cet échec, je dis un échec avec succès, parce que en fait, je pense que et que comme ça qu'on apprend. C'est dur à dire, mais c'est dans les échecs qu'on se rend compte qu'on est parfois plus fort, qu'on apprend énormément et on sait ce qu'on ne veut plus, et là on va faire attention pour la prochaine fois. Et ça c'est important. Moi, ça m'a énormément appris. Ça a été j'ai été vraiment épaulée à ce moment-là. On m'a vraiment boosté. On a su, j'ai des personnes qui sont su venir me chercher pour m'aider à grandir par-dessus cet échec qui pour moi était un échec. Et maintenant, avec le recul, je le prends plus comme un échec, mais comme une expérience de vie, comme une expérience professionnelle qui n'a pas forcément abouti, mais en tout cas elle m'a aidé à grandir et aller plus loin pour l'autre société. Oui, c'est ça. Ça a été le terreau d'autres choses, mais c'est difficile de s'en rendre compte sur le moment quand on est en plein dans le nez dans le caca. Mais après, on le voit. Et c'est exactement ça. Quand on est dedans, c'est très difficile, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir peut-être des personnes extérieures qui ont peut-être de l'expérience, qui ont déjà peut-être aussi soit des boîtes ou qui ont une expérience d'échec, entre guillemets échec bien sûr. Ça permet vraiment de prendre du recul, en fait, d'avoir vraiment ce truc où on sort un peu de son corps, et on se dit, on voit la scène en fait un peu d'au-dessus, et on se dit ok, alors qu'est-ce qui est en train de se passer, et ça permet vraiment mais c'est très dur, c'est super dur. C'est vraiment un exercice, mais c'est bénéfique, en fait. Ça a été bénéfique. Chacun a trouvé sa voie de son côté et a su avancer différemment. Et c'est la vie, c'est le destin. Moi, je crois beaucoup au destin, donc c'est que ça devait se passer peut-être comme ça. Mais c'est vrai que ça a énormément forgé, on va dire, la suite. Donc comme tu dis, c'est le bon mot, ça a été le terreau. En fait, c'est vraiment ça qui a permis après de pouvoir mettre des bonnes fondations pour la nouvelle société. Et en fait, après au moment où j'ai dit OK, donc là on se sépare, il faut que donc je récupère la boîte. Donc le temps de ce qui a été très long pour moi, ça a été bien sûr la décision de se dire, ce qui était très dur, ça a été la décision de se dire on arrête. C'est très dur à dire ça à son associé. Et après, ça a été la bataille entre avocats, qui a été aussi un peu, il y a eu ça. Et il y a eu également, après le moment où j'ai racheté les parts, il y a eu toute cette partie qui a été longue, qui a été de moi il fallait que je ferme cette boîte. Et entre-temps, j'avais monté l'autre. Donc, j'étais entre deux, j'avais une histoire qui était pas encore finie, et il fallait que je la finisse pour avancer. Et ça a été ça pendant plus de 8 mois, en fait. Donc, ça a été quand même très long. C'est long, pour que le temps de finir. Mais sinon, au moment où j'ai pris la décision que c'était fini, tout ça, la nouvelle société, donc celle que j'ai actuellement, cette marque-là, elle s'est montée en 1 mois. Donc, c'est fou comme parfois des projets peuvent prendre 2 ans. On se dit, il faut que ça soit carré, parfait et tout. Et en fait, non. En fait, je pense que ça ne sert à rien de vouloir sortir quelque chose de parfait, parce qu'il faut le tester sur le terrain. Il faut le tester auprès de ses clients. Il faut aller chercher sa clientèle.
et pour ça, c'est à force qu'on va s'améliorer. Alors il faut que c'est sûr qu'au début, on peut perdre certains clients parce qu'on n'a pas été parfait dès le départ. Mais je pense qu'en fait, on se perfectionne sur le tas et on est une jeune marque et c'est normal qu'on tâtonne un petit peu au début. Surtout que la vie change, l'économie change très régulièrement. Il se passe tellement de choses qu'il faut tout le temps pouvoir être polyvalent, s'adapter en permanence. Voilà, donc ça s'est monté très rapidement en un mois au final, et c'était parce que je savais ce que je ne voulais plus et je savais absolument, je savais vraiment ce que je voulais faire. Ouais. C'est cette boîte-là, je la voulais depuis longtemps. J'avais pas le courage peut-être de me lancer seule. Ouais. J'avais peur. Voilà, j'avais très peur, comme j'ai toujours très peur en soi. Quand on est chef d'entreprise, on a toujours peur que tout s'écroule du jour au lendemain. Mais voilà, au final, vraiment, ça s'est assez bizarrement, avec le recul, je trouve que ça s'est bien goupillé. Voilà, le temps de fermer l'autre, et une fois que l'autre a été fermé, pour moi, ça a été ok. Là, c'est bon, je suis de nouveau sur des bonnes rails, on y va. Mais ça a mis plus d'un an en tout pour que ça se fasse. Donc c'est vrai que c'est long. Ouais. C'est long et c'est une charge mentale qui est quand même assez importante. Même si j'étais bien entourée, c'était quand même assez bon. Et cette nouvelle marque, donc, elle porte ton nom, Charlotte Jobert. Comment tu as décidé du nom de la marque? Parce que c'est une très bonne question. Souvent, tu sais, je pense, on cherche le nom parfait. Et par exemple, moi ça a été mon cas quand je me suis mise à mon compte. Des mois avant, je me disais alors comment je vais m'appeler. Évidemment, je savais comment je m'appelais, mais tu vois, pas ma marque. Et je me souviens aussi que pendant très longtemps, parce que je pense que ce truc d'entreprendre et tu vois d'être à mon compte, tu vois, date vraiment en moi. Et je m'étais toujours dit, ah non, je montrerai jamais une boîte avec mon nom. Parce que, c'est toi. Et que devient la marque quand ce n'est plus toi? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, comme cette société-là, cette marque-là, elle s'est faite très rapidement par la suite. Il a fallu que, en un mois, tout s'est construit. Et j'ai cherché au début, j'étais là, bon, alors, qu'est-ce que je veux? Et en fait, ça a été mon parti pris, il a été je pense que je me suis posé une journée sur la question du nom et après je savais que j'allais garder mon nom et mon prénom pour deux choses. Ma première boîte, on a mis des mois et des mois à trouver un bon nom. Ouais. Quand on a trouvé un nom, on s'est fait qu'on a déposé à l'INPI. On s'est fait il y a quelqu'un qui s'est opposé sur l'INPI à notre nom, qui était une boîte allemande, rien à voir dans le parti pharmaceutique. On a dû changer de nom. Donc ça a été des frais, ça a été énormément de papiers administratifs, tout ça. Ça a été assez lourd et je m'étais dit déjà, j'ai pas envie de revivre ce genre de choses. Et de deux, en fait, on me connaissait déjà via mon nom et mon prénom par mes livres et mes cours en ligne d'artisan. Donc c'est vrai que pour moi, de savoir que les gens pouvaient tout de suite m'identifier et retrouver ma marque parce qu'ils me connaissaient via d'autres supports. Et ça, c'était un atout pour pouvoir tout simplement faire grandir au début la boîte. Quand on commence, le premier truc qu'on se dit, c'est on se dit mais est-ce que je vais avoir une cliente? Est-ce que je vais avoir de la clientèle? Est-ce que j'ai des gens qui vont venir acheter? Et là, je me mettais un peu plus de chance en gardant mon nom et mon prénom. Parce que tout simplement, t'avais déjà une communauté, une base de clients potentiels. Exactement. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi cette marque? Est-ce que je monte une marque comme ça, avec une ADN bien précise, bien léchée, mais qui est pas vraiment moi, mais qui est une ADN de marque? Ou est-ce que c'est vraiment moi? Et en fait, le choix, il était vite fait parce que cette marque, je pense que à chaque collection, je m'ouvre un peu plus et je montre un peu plus qui je suis. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Mais pour répondre à ta question, qui est une question qui est très importante quand on parle pour le coup, qui est plus structure, société, marque, c'est au moment où un jour on se dit, tiens, je veux revendre ma marque. Je veux transmettre. Voilà, exactement. Et là, c'est là que c'est sûr que c'est plus compliqué, surtout si on est jeune. Donc c'est sûr que si elle a que 5 ans, c'est compliqué si moi je pars et qu'on me rachète, parce que la valeur, du coup, elle est aussi parce que je me présente en tant que marque, en tant que Charlotte Jobert sur les réseaux également. Donc c'est mon image. Et donc pour ça se fait dans le temps. C'est-à-dire qu'en général, moi je suis pour le parti pris, je me dis ça sera peut-être dans 15, 20 ans, le jour où je veux
partir, il y aura une notoriété peut-être qui sera juste de nom et de prénom, de marque comme de créateur en fait. Oui, tout à fait, comme les grands couturiers. Voilà. Ouais, c'est clair. Ça. Et soit c'est ça, ou soit si à un moment, je vois que c'est ça va pas se passer comme ça, parce que parfois je pense que nous on sent aussi parfois quand on a nos boîtes, on sent parfois que ça, il y a un truc peut-être qui va se passer différemment, ou il faut qu'on change de stratégie. Et peut-être que j'aurai un nom de marque. Charlotte Jobert se transformera peut-être en nom de marque. Il y a deux possibilités. Je ne suis pas fermée, en tout cas, à ces deux possibilités-là. Ouais, mais tu as déjà réfléchi. Comment ça grandit. Oui. Ouais. Oui. Je travaille avec, j'ai une fiscaliste, j'ai une avocate, j'ai une comptable, et c'est sûr que c'est des choses où on en parle, parce que c'est, quand j'ai créé la holding, c'est des choses dont on a commencé à en parler, parce que c'est sûr qu'il faut l'anticiper. Si ça se fait, il faut quand même l'anticiper. Oui, et puis ça fait à la fois partie du patrimoine de l'entreprise, et à la fois c'est quand même ton patronyme à toi. Donc oui, ça reste exactement. Très personnel, ouais. Bon, c'est hyper intéressant. Et alors, comment... Parce que donc aujourd'hui, les patrons de couture que tu proposes, il n'y a pas juste, entre guillemets, des soutiens-gorge et des culottes. C'est vraiment un ensemble que tu proposes. Tu vois, moi, alors, j'ai jamais cousu de sous-vêtements, parce que ça me fait vachement peur. Et donc, je suis sûre que tu vas me dire qu'en fait, faut pas avoir peur. Exactement. Et donc, tu vas pouvoir, m'expliquer pourquoi. Enfin, il nous expliquer à tous pourquoi. Et le truc, c'est que basiquement, tu vois, moi, je me dis, la lingerie, c'est vraiment, c'est juste soutien-gorge et culotte, quoi. Comment t'as eu l'idée de faire tout ça? Alors, la lingerie, c'est vrai que j'adore juste, on va dire, l'ensemble lingerie qui va être un soutien-gorge avec ou sans armature, une brassière, enfin tout style de lingerie qui va être vraiment des ensembles qui vont être en dessous du coup en général de ces vêtements. Mais j'ai vraiment envie de proposer un dressing qui soit complet et qui gravite autour de la lingerie ou du maillot de bain. Moi ce que j'adore modéliser, ça va être tout ce qui va être body, ça va être du maillot de bain, c'est des choses que j'apprécie énormément, en tout cas le construire, le modéliser, le patronner. Mais la lingerie fait partie aussi il faut en proposer, c'est important d'avoir quelque chose d'assez large, je pense. Et j'avais envie de proposer des vêtements pour chez soi, mais qui peuvent être aussi des vêtements pour l'extérieur. Et en fait, je pense que ce côté un peu versatile des choses, des produits, je pense que ça vient pour le coup de mon enfance ou même dans ma période où j'étais plus dans ma période d'adolescence, la façon dont je m'habille, c'est-à-dire que j'ai toujours porté des choses, énormément de lingerie à l'extérieur. Ouais. Donc des nuisettes que je vais mettre avec un sous-pull, avec un pull, des choses qui vont être très sexy, mais l'associer avec un jean et une veste, ça va donner quelque chose de différent. Et en fait, de créer des looks avec un dressing qui va être vraiment hyper large, d'aller chiner, des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que c'est ça que j'aime bien du coup dans mes patrons, c'est quand j'imagine un patron, je me dis tiens, quel look elle peut créer, même si c'est de la lingerie. Comment elle va pouvoir l'associer pour le porter peut-être au travail, en soirée ou chez elle. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de créer un dressing qui va être hyper large. Et c'est pas juste une matière, un produit. C'est que on change de matière, le produit va être complètement différent. On change l'association, ça va donner un autre look. C'est ça que j'aime. Et en fait, là, pour le coup, c'est le côté très mode de ma formation aussi. C'est ce que j'allais te dire. Et tes goûts que je viens mettre. Ouais. Là, c'est tes goûts aussi pour la mode. Et comme tu le dis, où tu t'es toujours habillée comme ça. Moi, je t'avoue, j'ai jamais mis de nuisette pour sortir. Moi, je suis un peu, je suis bientôt, Mélanie. Il fait trop froid. En plus, là, il neige à travers ma fenêtre. Donc là, je suis plutôt avec ma doudoune, tu vois. Mais voilà, donc oui, c'est vraiment cet amour de la mode, cette passion pour la mode aussi qui t'a guidée et qui te guide aujourd'hui dans tes créations. Oui, totalement. Moi, à chaque Fashion Week, je regarde toutes les collections de tous les créateurs. C'est des heures et des heures de visionnage, mais c'est hyper important. C'est de s'enrichir en permanence de ce qui se passe. C'est flâner dans les rues, c'est aller se poser dans un bar et regarder les gens passer. La mode, c'est les gens, c'est l'humain, et c'est assez intéressant comment on peut associer les pièces. Et je trouve que tout dressing, dans tous les dressings, on peut piocher plein de choses et avec le même produit, créer des looks complètement différents. C'est ça qui est intéressant. Et l'avantage, c'est que nous,
les clientes en tant que couturières, elles vont venir créer leur truc à elles dans la matière qu'elles souhaitent, avec les finitions, enfin, elles peuvent tout changer. Et ça, mais c'est encore mieux que la mode. Enfin, on peut vraiment créer, quoi. À chaque fois qu'elles vont coudre, elles vont créer. C'est une vraie création. Et je trouve que c'est ça qui est important et qui peut être impactant. Et c'est pour ça que pour moi, j'essaye de créer des patrons toujours où on puisse les associer, venir piocher un peu comme un mood board. On vient piocher une image ici, on vient piocher là, je vais prendre ce tissu là, cet élastique là, et je viens créer mon look. Voilà, c'est un peu cette idée-là que j'ai de la vision, en tout cas de mes patrons. Comment je veux les amener encore plus. Oui, et de la personnalisation, parce que je pense aussi au fait qu'on a souvent 2 seins qui sont pas identiques, et donc là, en les cousant nous-mêmes, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Totalement, c'est vraiment, alors ça, c'est vraiment quelque chose je pense que les clientes qui se mettent à la lingerie, les femmes qui se mettent à la lingerie, c'est souvent que soit elles trouvent plus leur taille parfois dans le commerce, ou que c'est devenu trop cher. Après, il y a l'expérience de la couture et de se mettre des challenges. Voilà, c'est une autre façon de coudre, ça va être on ne va pas avoir les mêmes sensations quand on va coudre également de la lingerie ou de la maille en général. Et donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui va venir, on va pouvoir vraiment venir se l'approprier morphologiquement et en plus en termes de style. Et donc c'est vrai que la lingerie là-dessus, c'est lingerie, maillot de bain, c'est quand même assez vaste. Et c'est vrai que après tout ce qui va être plus ensemble lingerie, là on est sur des choses quand même qui vont être encore plus, on va dire séparées. Je sépare du prêt-à-porter maille ou des choses comme ça que je fais aussi. Mais je dis toujours à mes clientes, commencez par une petite culotte. Donc Mélanie, il va falloir que tu commences par une petite culotte. Promis, un jour j'essaierai. Voilà, la petite culotte, c'est le bon basique en fait pour commencer. Et en général, quand on commence à coudre une culotte, on a commencé ça veut dire qu'on a commencé à en faire une porte. Et après, on fonce parce que ça devient quelque chose, c'est assez addictif en fait, je trouve, la lingerie. Et puis c'est rapide à coudre du coup, parce que a priori il nous en faut pas trop, enfin je veux dire il y a pas besoin de beaucoup de matière, etc. Et par contre je crois que tu disais que c'est pas forcément des matières qui sont faciles à trouver, et c'est pour ça que tu les vends en kit. Exactement. Oui, c'est vrai que je sais que c'est très compliqué pour trouver de la belle matière lingerie. Alors on peut utiliser du jersey, de coton, d'élastane, du coton avec de l'élastane, de viscose, de bambou. Il existe des substituts pour pouvoir ne pas forcément utiliser des belles microfibres, parce que si on n'en trouve pas. Mais c'est pour ça que moi, effectivement, je fais tout en kit, parce que déjà, surtout quand on débute, on ne sait pas quelle matière choisir. Et pour le coup, d'une matière à une autre, le modèle ne peut ne pas fonctionner si on a mal choisi sa matière. Oui, déjà, et c'est déjà le cas dans les vêtements. Donc là, il faut que ça soit très près du corps, fatalement. Donc si ça bat, c'est encore pire que dans un vêtement. Donc en fait, un vêtement, on peut avoir une petite marge d'erreur parfois, ça peut passer. Sur la lingerie, ça va être beaucoup moins. La marge d'erreur, elle va être plus réduite. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un kit complet, je trouve, pour commencer. En fait, ça permet d'appréhender tout de suite la matière. On va se dire, ah d'accord, je comprends quelle matière il faut. Moi, je dis souvent de se faire un petit carnet, de tous noter, faire des petits échantillons avec noter, ça, il y a tant de taux d'élasticité. J'ai fait tel modèle, par exemple, avec cette matière. Pareil pour les élastiques, ça permet de se faire un petit carnet. Et en fait, pour la suite, c'est intéressant, c'est-à-dire que plus on va coudre de la lingerie, plus on va comprendre les matières, l'élasticité, jongler entre plusieurs tailles, parce qu'il y a ça aussi, ça joue forcément sur la taille, la matière va jouer sur la taille, donc il faut ajuster en fait les deux et ajuster le modèle. Donc en fait, il y a plusieurs choses à mettre ensemble, donc le modèle, la matière et la taille. Voilà, le tout, il faut que tout soit cohérent, sinon ça peut ne pas fonctionner. C'est pour ça qu'un prototype, moi, c'est obligatoire à chaque fois d'un nouveau modèle. Les clientes, quand elles reçoivent leur kit, je dis toujours, il faut coudre un prototype dans la taille, soit que vous avez l'habitude chez moi, soit que là, vous avez décidé par rapport à votre tableau de taille. Et une fois que vous avez cousu, vous allez pouvoir ajuster. Soit il y a un problème peut-être de matière sur votre prototype, soit ça va être une question de taille, mais il faut toujours ajuster. On est au plus près du corps. Et chaque corps est différent. Donc c'est sûr que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on peut pas faire un patron qui peut être parfait pour tous les corps. C'est impossible. Il va falloir venir l'ajuster comme quand on est en magasin.
on essaye des vêtements, on se dit ah non ça va pas, et ben là c'est pareil, sauf qu'on ne peut pas les essayer, il faut les coudre pour pouvoir les essayer, donc ça prend un peu plus de temps. Ton prototype, tu le couds dans ton, tu fais pas une toile comme on dit pour les vêtements, tu fais vraiment dans ta matière finie, enfin dans la vraie matière. Là, alors l'idéal c'est toujours faire dans sa vraie matière parce que ça peut même changer de deux matières. Entre deux matières, donc c'est toujours mieux de faire dans sa matière. Mais bon, forcément ça a un coût, donc ce n'est pas totalement possible. Alors moi il faut savoir que quand même mes coffrets vont du 32 au 52, et quand on achète un coffret, ça va jusqu'à la taille 52, c'est-à-dire que la matière, il y en a pour une taille 52. Donc si on fait moins, on peut se permettre de faire un prototype et parfois même un ou deux ensembles à l'intérieur. C'est totalement possible parce que j'ai des clientes qui se font plusieurs ensembles pour un seul coffret. D'accord. Mais sinon, il faut essayer de trouver en fait une matière qui va avoir un taux d'élasticité qui va être similaire en fait à la matière de son coffret. D'accord. Et si on a un taux qui respecte avec bien sûr une épaisseur, quelque chose comme si c'est fin, il faut respecter quand même la finesse de son tissu. Bah, c'est totalement possible de faire un prototype qui soit pas avec la bonne matière. Il faut juste faire attention à l'élasticité. C'est ça le plus important, c'est l'élasticité. Ok, ça marche. Quel est le patron, le modèle que tu rêvais de faire et que tu as pu proposer? C'est dur cette question. Ouais. Choisir entre tous tes bébés, c'est horrible. En fait, je pense que c'est les pièces qui arrivent cette année. En fait, il y a une pièce qui arrive pour le courant 2024, et ça faisait longtemps que je voulais proposer cette pièce-là. Donc je ne peux pas trop dire encore ce que c'est, mais en tout cas c'est une pièce qui est assez technique, et j'ai voulu garder la technicité, mais en simplifiant les choses pour que ça soit accessible à plus de monde, et que plus de monde se dise en fait la lingerie c'est possible. Je suis pas là pour complexifier la lingerie. Au contraire, j'ai envie de la rendre beaucoup plus accessible en gardant bien sûr les techniques, toute la technicité, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut enlever parce que c'est plus adapté à nos jours. Puisque je suis dedans, en fait, je travaille sur un corset, mais le corset, on n'est pas forcément obligé de mettre des baleines. On peut travailler peut-être hors baleine. Donc voilà, donc l'idée c'est d'amener la lingerie, de garder, on va dire, la coquille du corset, mais de dire tiens, comment on va l'adapter à nos jours. Notre vie actuelle en fait en tant que femme, on porte plus de corset avec des baleines. Enfin, oui, visiblement c'était pas hyper confort. Voilà, c'est ça. Donc comment venir l'adapter et comment venir créer un produit un peu prêt-à-porter, lingerie, toujours un peu entre les deux. On va avoir la technique et toute la partie couture lingerie et aussi prêt-à pour faire un produit qui peut être mis tous les jours. Donc c'est aussi des challenges comme ça que j'aime bien me donner, et surtout ça faisait longtemps que je voulais en faire, et par exemple pour ces produits-là je suis repartie à l'école me reformer parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'armature, c'est important de se dire ok, là je sais pas en fait, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, j'ai pas envie de proposer un patron qui soit mauvais. C'est pas le but. Ton métier quoi en plus. Voilà, donc c'est peut-être revoir les bases, on va peut-être repartir à l'école. Et donc voilà, par exemple je repars souvent en formation, même pour le soutien-gorge éternel avec Artésane, je m'étais refait une petite formation pour être bien sûr que mes bases soient bien acquises là-dessus et que je sois capable de construire ce modèle-là. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est des challenges. Donc ça c'est la partie corset qui va arriver. Je pense que j'espère, on verra, que je serai contente de ce produit-là. Mais en fait, au début, ça m'arrive d'être contente des collections, et puis parfois on les voit après 4-5 mois après, on fait j'aurais peut-être fait différemment. Ouais, comme un dessin que tu reprends quelques années après, et tu dis oulala. Ouais. Donc il y a toujours un truc à améliorer. C'est jamais parfait. C'est l'expérience qui vient aussi au fur et à mesure, qui totalement. les nouveaux yeux. Ouais. Et on essaye de s'améliorer en tout cas à chaque fois. Ça c'est l'objectif. Super. Alors je te demande pas quelle est une création que tu rêves de faire, parce que du coup c'était le corset. Oui, c'est vrai que le corset c'était vraiment une création que je voulais faire, mais j'en ai tellement, j'aimerais faire tellement de produits. Plein d'idées. Oui, j'ai plein d'idées. Le problème c'est le temps. Voilà. Toujours. Mon pire ennemi, c'est le temps que je n'ai pas assez pour pouvoir créer.
enfin vraiment, si je pouvais, je pourrais créer tout le temps les modèles. J'ai toujours des modèles que j'ai envie de faire. Je priorise beaucoup. Je fais l'effet entonnoir énormément sur mes modèles, c'est-à-dire que je peux avoir des collections qui commencent à 30 pièces et au final il y en a que 6 à la fin. Donc il y en a beaucoup qui sont pas pris, mais du coup qui sont pas mis à la poubelle, et qui sont là un peu en suspens, et je vais pouvoir un jour peut-être venir les piocher au fur et à mesure. Mais c'est ça qui est plus frustrant, c'est de pas pouvoir créer tout ce qu'on a dans la tête par manque de temps. Oui. Bah ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est qui? Alors, c'est combien de personnes l'équipe Charlotte Jobert? Alors, c'est 2 à temps plein, avec moi-même, c'est 2 à temps plein. On a souvent des stagiaires, donc là en ce moment on a quelqu'un avec nous. Et l'objectif rentrée 2024, donc septembre 2024, ça sera d'avoir 2 personnes en plus en CDI, vraiment à temps plein dans la boîte. Super, des beaux projets, des belles perspectives. Oui. Génial. Une fois que ces embauches-là seront faites, comment tu vois la suite? Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu, parce que c'est aussi ça la difficulté de l'entrepreneuriat. On peut avoir une vision de là où on veut emmener notre entreprise, qu'elle soit plus ou moins petite ou un peu plus grosse, tu vois, et au fur et à mesure, voilà, ça grossit. Mais c'est pas forcément toujours évident de se dire, bah dans 5 ans, je veux en être là, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu vois, on a encore enfin, il y a encore plus toi que moi, parce que t'es plus jeune. Donc, t'as encore une longue vie professionnelle qui t'attend. Alors, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand on a la tête dans le guidon. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'agrandir un petit peu l'équipe pour moi, prendre un peu plus de recul et être un peu plus sur la stratégie de la boîte. Mais en fait, je veux pas trop me donner une vision dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçue. Ouais. Ce qui a été le cas en fait avec ma première boîte, c'est des choses où je m'étais dit on fera ça, on sera là. Et en fait, il y a tellement eu une déception tellement énorme que je me suis plutôt donné des objectifs 2-3 ans, donc court, moyen et long terme, en me disant voilà, il faut qu'on soit à temps comme ça en 2025, comme ça en 2026. Voici les projets, en tout cas les gros projets à côté qui vont se développer. Mais je me donne pas de deadline. Je me donne quelque chose qui va être assez large parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Je veux pas me sentir frustrée là-dessus. Je sais juste qu'il y a d'autres projets à côté, ça c'est sûr, que j'ai vraiment envie de créer, et avec Océane aussi, on a envie de créer pour agrandir la boîte. Et c'est vrai que ces projets-là, ils vont prendre du temps et on les sortira quand on sera prête en fait à les sortir. On s'est donné des deadlines, mais voilà, si ça doit repousser, ça doit repousser. En fait, je sais où je veux aller, je sais comment on veut grandir, mais en fait, j'y vais tranquillement, step by step, et j'essaye de pas me donner des objectifs que soit je vais pas réaliser, ou soit que je vais être déçue parce qu'en fait, ça va jamais se produire. Ouais. Donc je prends les moments présents. Je suis quelqu'un qui essaye de vivre dans le moment présent, et je prends à ce moment-là. Comme au CSF par exemple, au salon, on prend énormément à ce moment-là parce que on absorbe tout ce que vont nous dire les clientes, et ça nous aide beaucoup pour la réflexion pour la suite. Est-ce qu'on doit améliorer, voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des choses qu'on doit améliorer pour maintenant, pour dans 3 mois, pour dans 4 mois. On essaye de prioriser les choses et d'y aller au fur et à mesure. Voilà. Super. Mais c'est dur de se donner une vision dans 5-10 ans. C'est très dur pour moi. Ah ouais, mais je n'en doute pas. Mais et je pense que ça concerne, tu vois, tous les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais effectivement, plus je pense l'entreprise est grande, plus tu as des responsabilités, évidemment envers les salariés, mais voilà, tout. Plus tu vois, les enjeux sont importants, et donc tu essayes de te rassurer en essayant de projeter au maximum, en disant voilà, il va se passer ci, la vision c'est ça, etc. Ouais, bien sûr. Mais même moi dans les entreprises plus structurées dans lesquelles j'ai pu travailler, t'as un budget que tu prépares au début de l'été, voilà. Donc le budget prévisionnel de vente, le budget de fonctionnement, etc. Pour l'année suivante.
Donc là, voilà, pour 2024, on prépare début de l'été 2023 ou fin 2023 quand on est une structure plus petite. Et après, on réajuste. Et donc là, on est voilà, potentiellement, bon là, on enregistre, on est le 9 janvier, donc on ne réajuste peut-être pas tout de suite, mais ça veut dire que février, mars, voilà, fin du premier trimestre, etc., on va réajuster. Est-ce que tu as tu as ce rythme aussi? Ouais. Oui, totalement. Surtout sur bon, ça c'est sûr sur la partie budget qui va être collection. Donc j'ai 2 grosses collections par an et après j'ai des petites collections, des petits produits par mois on va dire qui sortent. Même si maintenant j'ai l'impression chaque mois on fait quand même de plus en plus des sorties qui sont plus importantes comparées au tout début. Mais à chaque fois je réajuste parce que ce qui change énormément déjà c'est on va dire le prix des matières change énormément et de plus en plus, c'est-à-dire qu'avant, on peut avoir des changements de prix. Moi, j'avais l'impression d'une année sur l'autre, mais maintenant, parfois, tous les 6 mois ou voire moins, ça va changer parce ça va augmenter, ça ne. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Quand je dis ça change, ça ne baisse pas, ça augmente, parce que les matières premières, enfin voilà, ça bouge énormément avec tout ce qui se passe dans le monde, ça a un impact. Alors ça c'est vrai que pour le coup il faut tout le temps réajuster son budget là-dessus, c'est au niveau des projets, mais bon au final je trouve qu'à chaque fois on essaye de s'en sortir. On sait quand on malheureusement on marge moins, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On se dit qu'on se rattrapera peut-être le mois prochain. On essaye de trouver. C'est toujours des stratégies pour essayer de trouver l'équilibre. Le plus dur, c'est de trouver l'équilibre, mais dans tout, je crois. Mais de trouver l'équilibre en termes de budget, d'économie, mais surtout aussi avec l'humain. Comme tu disais, plus tu grandis, plus tu as des salariés et plus aussi du coup faut gérer l'humain, ce qui n'est pas simple, on n'apprend pas à l'école gérer des salariés, enfin faut se le dire, c'est très complexe. Et puis aussi, même les gens qui apprennent à l'école, ça reste très complexe parce que justement c'est l'humain pas le problème, mais le truc c'est l'humain. Mais chacun est différent, donc chacun va réagir différemment. Et donc c'est vrai que à chaque fois, faut s'ajuster et nous, on essaye de prendre de plus en plus de l'avance dans notre planning, mais c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué parce que on n'est que 3 là actuellement. Je pense que quand on sera un peu plus, on va pouvoir étaler. Même si je travaille aussi avec énormément de freelance, je travaille quand même avec j'ai une équipe qui est à 98% féminine. Ouais. Voilà, le reste, ça va être, il y a des hommes, mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec des jeunes femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me fait très plaisir. En général, je suis leur première ou leur deuxième cliente. Donc, moi, j'aime bien donner cette chance-là. On m'a donné ma chance aussi et je trouve que c'est important, d'aider à se lancer, donner une impulsion, en fait. Donc je travaille quand même avec des gens à côté qui sont pas dans la boîte mais qui sont en freelance et qui travaillent tous les mois pour moi. Donc ça c'est important. Mais mon rêve c'est de prendre de l'avance quoi. Une réelle avance, pas 2-3 mois, prendre une réelle avance. Mais ça parce que j'ai travaillé dans des grosses sociétés où on avait 1 an parfois 6-8 mois, 1 an d'avance. Mais parce qu'on était je ne sais combien. Donc voilà, il y a ça aussi. Mais prendre plus d'avance. Ouais, mais ça veut dire aussi peut-être moins de souplesse. Oui. Comme tu le disais, il y a l'histoire du prix des matières premières, mais pour moi il y a 2 choses. Il y a le fait que par exemple si tu vois par exemple les chefs de produits généralement ils travaillent sur ce qui va sortir à Noël, ils le travaillent en plein mois de juillet. Et donc il y a tout ce décalage qui est quand même très spécial, je pense. Alors je l'ai jamais vécu, mais je pense que c'est quand même très particulier. C'est très particulier effectivement. Ouais. Et à côté, tu pourrais aussi presque te dire que si c'est trop en avance, il y a un risque supplémentaire parce que les choses peuvent évoluer. Alors je sais pas si dans la mode, je m'y connais pas suffisamment, je sais pas si dans la mode ça peut changer aussi vite. Tu vois par exemple si je pense aux bananes, je sais pas depuis combien de temps tu vois on voit les bananes et pendant combien de temps, enfin le petit accessoire de kiné, vous aurez deviné. Pendant combien de temps encore tu vois on va avoir des bananes un peu partout sur nous, etc. Tu vois, donc. Je pense qu'en fait, il y a une structure, il y a une arête. C'est comme un grand poisson, il y a une arête où il y a la base, où il y a de l'avance, par exemple. Voilà, au mois de juillet, on va se dire, on travaille sur Noël, donc sur les fêtes. Alors, je parle pas
je parle en industrie, enfin en général sur des grosses sociétés. Donc on va travailler sur Noël, sur même parfois Saint-Valentin, on a un peu d'avance parce qu'il y a de la production derrière, hein, donc c'est pour ça. Mais il y a toujours une souplesse, quand même entre pour ajouter quelques produits. C'est très rare, mais il y en a. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. L'avantage aussi de travailler sur que 2 à 3 mois, c'est qu'il y a quand même une souplesse où on se dit, ok, là, je le sens pas, ce produit qui était prévu pour ce mois-là, ça va pas fonctionner pour X raisons, et du coup, on va changer. Ça, j'adore. Alors, Océane, peut-être qu'elle est fatiguée de ça, parce que moi, ça m'arrive très souvent de changer, ou de se dire, j'annule un produit qui était prévu et je change, je mets autre chose. Mais ça fait partie. Moi, je pense qu'il faut avoir une arrête, c'est-à-dire que moi, actuellement, j'ai toutes mes collections jusqu'à octobre 2024. Pas forcément dessinées, mais je sais, j'ai mon arête centrale, tu sais, j'ai mes thèmes. Voilà, j'ai mon univers et tout. Et après, je vais venir mettre à l'intérieur, je vais créer mes petites arêtes de chaque côté, et je vais venir construire en fait ma base. Mais tout est flexible, c'est-à-dire que voilà, si je le sens pas, je le lance pas. Moi, je fonctionne peut-être trop comme ça. Mais si je sens pas un produit, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas le lancer. Je vais attendre. Je vais peut-être le relancer 6 mois après avec des modifications. Mais je pense c'est sûr qu'il faut s'entourer et regarder ce qui se passe autour de nous. Voilà, pas lancer ça serait débile, mais lancer un manteau au mois de juillet, par exemple. Non, mais voilà, c'est clair. Mais même, mais il faut quand même tout le temps acheter. Mais c'est vrai qu'on pourrait en soi. On se dirait, pour préparer s'adresser au marché australien. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il faut être flexible, et je suis d'accord que moi j'aime cette flexibilité-là, mais pour tenir mentalement la charge de travail, c'est ça que j'aimerais. Pour ça, j'aimerais avoir un peu plus d'avance pour pouvoir aussi anticiper les petites merdouilles, parce que ça fait partie de la vie. Il y en a des prods qu'on reçoit pas, donc on peut pas lancer les coffrets parce qu'on n'a pas les matières ou parce qu'on n'a pas les accessoires. Voilà, tout ça. Les petits aussi, microbes qui s'invitent dans le quotidien et qui font que t'es un peu à plat et donc t'es moins performante. Voilà. Ouais. Il faut tout le temps s'ajuster, mais je pense que c'est ce qu'on aime quand on est entrepreneur, pour le coup. C'est d'avoir ce challenge-là tout le temps. Alors peut-être qu'au bout d'un moment on est fatigué, mais en tout cas moi je trouve que c'est ça qui est motivant, c'est des petits challenges à chaque fois. Et au début quand j'avais un problème de prog, des choses qui n'arrivaient pas, j'étais j'étais là, mais c'est fini, je comprends. C'est la fin. Et maintenant je suis là, on va trouver un plan B. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas grave. Et en fait, c'est Anne-Sara d'Artisan qui m'avait dit, tu verras, c'est jamais les plans A, c'est tout le temps les plans B. À partir de B jusqu'à Z, mais jamais ton plan A. Et c'est vrai. En fait, elle a exactement raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment ton plan A. Il y a toujours des changements, toujours des modifications. Et je pense que c'est ça qui est enrichissant. Il faut pas se rester focus sur se dire, ah non, c'est pas comme j'avais prévu. Donc c'est rien ne va plus. Exactement. Alors qu'en fait, c'est une évolution. C'est juste que ça évolue, et c'est d'autant plus enrichissant. Pour soi. Alors la cliente, elle voit peut-être pas forcément par 1000 chemins tous les chemins qu'il y a eu avant d'arriver à son produit, mais il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, on pourrait parler des heures. J'ai 2 heures. Oui. On pourrait parler 2 heures et des heures. Mais j'essaie maintenant de faire des épisodes un peu plus courts. On est déjà. Je suis bavarde. Ah ben non, mais de toute façon, c'est ce que je te demande, hein. Heureusement que tu es bavarde. Mais si maintenant on devait conclure, Charlotte, est-ce que tu saurais dire de quoi tu es la plus fière? C'est dur. Je pense que je suis très fière d'avoir cette marque. Je suis très fière d'avoir construit cette société, d'avoir la société, la marque, parce que pour moi il y a
une société, c'est une structure quand même qu'il faut faire vivre, où il y a des employés, il faut les payer. Il y a la marque qui est pour moi l'univers, l'ADN, les choix de la direction, de la partie artistique, voilà, le positionnement. Donc ces deux choses-là, la marque qui a encore, j'ai envie d'évoluer encore et de faire plein de choses. Et vraiment, j'ai la chance, et ça je veux vraiment dire, j'ai la chance inouïe d'avoir une équipe autour de moi, d'avoir déjà Océane qui est avec moi en permanence parce que c'est quand même mon bras droit et c'est la personne qui m'aide aussi au quotidien, surtout, et qui fait aussi faire grandir la boîte. On grandit ensemble, hein, n'empêche, c'est quand même ça. Mais d'avoir tous les personnes qui sont avec moi. Mon photographe, mon vidéaste, mes muses. Voilà, Caro, Jen, Claire, Séverine, Clotilde. C'est des femmes qui m'aident au quotidien. C'est-à-dire que c'est les premiers retours que je vais avoir, c'est elles qui me les donnent sur les produits. Et ça, c'est hyper important. Et donc, c'est ça aussi qui me fait grandir. Et je suis très fière d'avoir réussi à mettre en connexion ces gens qui sont devenus des amis, des groupes d'amis, c'est des personnes qui vont être à mon mariage. Enfin voilà, des personnes qui sont chères à mon cœur et qui m'aident à construire en plus une marque, une société. Et ça, c'est important parce que c'est tous les acteurs en fait qu'il y a autour. Et je suis alors fière, c'est le mot. J'arrive pas moi trop à me dire ça, mais en tout cas, je suis contente d'avoir réussi à mettre en connexion des gens qui m'entourent. Réunir ces personnes-là, parfois il y aura jamais d'interaction, mais en tout cas c'est un peu des comètes autour de moi et qui m'aident en tout cas à avancer. Et c'est pas évident de bien s'entourer, c'est très dur. Et voilà, et là-dessus je suis contente et je suis contente d'avoir cette barque seule aussi. Ça a été un vrai choix d'être toute seule dans la société. Donc ça veut dire qu'on encaisse tout seul aussi, mais ça m'endurcit, ça m'a beaucoup endurci et je suis fière de ça. Je suis fière de ça parce que je me dis que la suite dans quelques mois va être belle aussi. Je peux pas trop en dire, mais voilà, il y a des choses qui se passent en ce moment actuellement et j'aurais jamais pensé au bout de 3 ans de société peut-être en arriver là et ça j'en suis très fière. Eh ben écoute, hâte de voir ce que c'est, tous ces petits projets secrets, c'est trop bien. Et puis félicitations parce qu'effectivement la question est difficile de savoir de quoi on est fier. Il y a ce côté fierté qui est toujours un peu un sentiment un peu délicat avec lequel tu vois on veut rester humble et en même temps, c'est effectivement tout ce que tu as créé toi de tes mains avec, comme tu le dis, un réseau de compétences autour de toi. Mais c'est quand même toi, et puis en plus c'est ton nom. Donc bravo. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi Mélanie, merci beaucoup pour ce moment. Et c'est vrai que j'aurais pu encore parler des heures et des heures avec toi. Mais oui, c'est sans fin de toute façon, on a envie de poser plein de questions et après tu sais il y a cette petite frustration pour les auditrices aussi et les auditeurs. Ah mais moi j'avais cette question mais je veux savoir ça, etc. Mais bon, voilà, une prochaine fois. Avec grand plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat, tout ça. C'est vraiment je ne pensais pas, mais il y a un vrai sujet. Beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Donc peut-être que ça sera peut-être un prochain podcast ensemble. Ah bah écoute, avec volontiers. Moi c'est un de mes sujets de prédilection aussi. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça. Écrit un bouquin sur le sujet et puis je vais sortir aussi des choses dans les semaines qui viennent. Ouais, j'aimerais bien faire un programme audio, tu vois, autour de l'entrepreneuriat. Voilà, une formation audio. Ah ben, je pense que ça peut cartonner, clairement. Ouais. On verra. Merci beaucoup Charlotte pour ton temps et à bientôt. Merci beaucoup Mélanie, à bientôt. Me revoici. Vous pouvez donc retrouver Charlotte sur Instagram et sur le site charlottejaubert.fr. Je suis sûre qu'elle appréciera de recevoir vos messages à la suite de l'épisode si vous le souhaitez. Et moi aussi, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta, sur mon adresse email podcastfemin@gmail.com ou via ma newsletter, c'est aussi un lieu d'échange. Je l'ai lancé en toute fin d'année et je vous invite vivement à vous inscrire. C'est évidemment gratuit et je vous l'adresse le mercredi généralement. Dans votre messagerie, c'est encore mieux qu'Insta, notre lien est plus direct. Vous pouvez consulter d'ailleurs les newsletters précédents pour voir ce que j'y raconte.
Cet email hebdo, c'est en fait l'occasion d'une petite plongée dans les coulisses du podcast avec les noms des prochains invités, des réflexions sur les épisodes en cours ou des pensées plus personnelles, des conseils sur l'entrepreneuriat créatif, des partages d'autres podcasts ou de livres, bref, un mélange de tout ce qui me passionne au quotidien. Vous trouverez le lien d'inscription un peu partout sur mon site podcastfemain.fr, dans ma bio Insta ou directement sur le site podcastfemain.substack.com. Substack, ça s'écrit S-U-B-S-T-A-C-K. Et si mon podcast vous plaît et qui vous apporte de la valeur, vous pouvez me soutenir mon travail sur Tipeee. C'est la plateforme de financement participatif que j'utilise et qui vous permet de me donner quelques euros de manière ponctuelle ou mensuelle. Et vous allez pouvoir ainsi financer tout ce travail que je fais autour du podcast. Voilà. Donc ça, vous pouvez aller directement sur mon site podcastfemain.fr également pour avoir toutes les infos. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis évidemment, d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.